Alors je vous demande toute votre attention et votre concentration également, parce que je n'ai que quelques minutes et j'ai une histoire très complexe à vous raconter. Je ne sais pas si vous aimez les contes de fées. Aimez-vous les contes de fées? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent les contes de taxes? Préférez-vous les histoires véridiques, réelles? J'en ai une là, authentique, mais elle est compliquée, c'est un peu à la manière d'un casse-tête. Alors, je vais vous donner des éléments et c'est à vous d'essayer de les rassembler. J'ai pas eu le temps de le faire là, mais ce sont des choses que j'ai vécues dernièrement, ces dernières 24 heures, à travers une thérapie, un rebirth, et tout cela parce que des événements ont surgi de ma vie, de mon enfance, et qui m'ont retourné. Et par le fait même, toutes sortes de souvenirs ont remonté à la surface. Alors, la première prise de conscience que j'ai faite, ça a été concernant mes premières amours. Il n'y a pas personne qui a oublié ça, sa première blonde, son premier chum dans sa vie, c'est un moment extraordinaire, en général. Pour moi, ça a été plutôt une espèce d'échec, de désastre, et je vais vous conter ceci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en thérapie en ce moment, depuis 23 ans, mais on approfondit, et puis le psychanalyste est bien content des progrès qu'on fait ensemble. Alors, pour ce qui est de mon aventure avec ma première blonde, eh bien, écoutez, c'est très simple, elle était belle et bien gentille, elle était douce et sentait bon. C'était la plus jolie des filles, mais sacrément qu'elle était con, le veuille ou non, timide. Timide à un point tel que notre relation, l'amour pour lequel je me consumais, n'a jamais pu être consommé. Ça a été le gros problème. On en est toujours resté au stade, à la phase platonique. Et vous savez, platonique, c'est platolite aussi. Fait que, à 16 ans, ça vous chatouille, ça vous démange. Et puis, lorsque vous êtes en présence d'une fille comme ça, très cute, mais qui veut rien savoir, fait que vous usez de tous les stratagèmes que vous pouvez avoir dans votre esprit. Fait que je l'ai initié tranquillement à travers des jeux tels que Coquin-Maillard. Je lui ai appris à jouer à Blanche-Neige et les 7 mains, par exemple, pour la faire. Et finalement, j'ai réussi à l'attirer dans mon lit. Alors évidemment, là, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Montréal, en ce temps-là, n'étalait pas son sida jusque sous nos fenêtres, évidemment. Elle était chaste et pure. Mais finalement, j'ai réussi à l'attirer dans le lit. Et au beau milieu de l'action, elle s'est retirée. Elle m'a trouvé bestiale, animale, et elle est sortie en claquant la porte. Ça a été le drame de ma vie, le premier drame. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais plus de goût à la vie, en fait. J'ai voulu me suicider immédiatement. Je suis retourné dans mon lit, j'ai allumé 2 cierges, j'ai mis l'adagio d'Albinoli, et j'ai pris 2 tubes de laxatif. À 16 ans, vous savez. Mais j'ai pas perdu la vie, par exemple, j'ai perdu 15 kilos dans la fin de semaine. Toujours ça. Tout ça pour m'amener à vous dire que c'est la raison pour laquelle je suis en thérapie, en rebirth. Alors, je vis des angoisses, effectivement, suite à cet échec, puis qui s'est répété plusieurs fois dans ma vie par la suite. Et j'ai une crainte terrible aujourd'hui, c'est de finir comme mon grand-père. Je vous ai déjà parlé souvent de mon grand-père, mais je vous ai jamais avoué qu'en fait il était lycanthrope. Il était atteint de lycanthropie. Et moi je tiens pas à finir mes jours comme lui. Ça fait que là je vais vous expliquer là. Ça c'est une pièce du puzzle là. Maintenant je vous en donner une autre. À propos de la lycanthropie, vous avez vu ce soir c'est la pleine lune. Alors vous savez que la pleine lune a une influence certaine. Vous connaissez le phénomène cyclique lunaire, l'influence de la pleine lune sur les marées montantes et descendantes. C'est toujours une affaire d'eau, de flux et de reflux. Il y a également l'influence de la lune sur les têtes, pleine d'eau aussi, le psychisme, vous savez, les jours de pleine lune. Et puis sur le cycle menstruel de la femme, encore c'est toute une affaire de liquide, ça. Fait que ça c'est une autre affaire. Si vous retenez la lune là-dedans. Il ne faut pas que je me perde là-dedans. C'est une autre affaire, ok. Fait que mon grand-père, qui était lycanthrope, c'est un secret qui devait être tu dans la famille parce que on ne se vante pas dans un village avoir un grand-père lycanthrope et effectivement il n'y en a que très peu dans
dans une décennie ou dans un siècle. C'est un phénomène rarissime. Et ça se manifeste comment? Comment est-ce qu'il en est arrivé à être lycanthrope finalement? Eh bien, il vivait avec ma grand-mère un phénomène de synchronicité lunaire, c'est-à-dire qu'il vivait le même cycle. C'est-à-dire que quand mon grand-père avait une pulsion sexuelle une fois par mois, à ce temps-là, ça tombait pile le même jour où ma grand-mère avait ses trucs. Alors chaque fois, c'est le cycle lunaire qui les régimentait tous les deux. Ça fait que quand ma grand-mère était menstruée, lui devenait monstrueux. À force d'accumuler de la tension, il a fini par devenir lycanthrope. Alors le lycanthrope, c'est celui qui, les nuits de pleine lune, se transforme en loup et se met à hurler à la mort. C'est épouvantable, le museau lui pousse, les canines, il bave, la langue pas et les oreilles en arrière, il hurle à la mort. Alors, c'est très rare comme phénomène, mais ça existe. Il y a des docteurs dans la salle, vous connaissez ça. Je sais que j'en suis là. Oui, bon. Effectivement, vous n'avez pas l'air de me croire. Encore une fois, vous allez dire François, il affabule comme d'habitude, ou il a le sens de l'exagération extrêmement développé, etc. Mais c'est bien réel. Mais j'avais déjà ce problème-là quand j'avais 8 ans. J'ai voulu convaincre ma petite amie, qui avait le même âge, que mon grand-père se transformait en loup les nuits de pleine lune sur le coup de minuit. Elle n'a pas voulu me croire. Ça fait qu'elle m'a mis au défi de lui prouver. Fait que je l'ai amené chez mon grand-père à minuit moins une. Je lui ai dit, tu restes dans le salon, près de la porte, prêt à t'enfuir, parce que ça va être épouvantable quand il va hurler. Fait que, à minuit moins 15 secondes, je me suis approché de mon grand-père, j'ai tiré par la manche, il s'est penché, et dans l'oreille, je lui ai dit, grand-père, depuis combien de temps t'as pu faire l'amour? Ouh! Vous voyez que c'est très réel. Alors, là, effectivement, là, j'aurais aimé ça vous amener la preuve de la lycanthropie de mon grand-père, mais il est mort, les deux pattes et la queue broyées dans un piège à loup. Alors, j'ai pas de lycanthrope sous la main, mais ce soir, j'ai un nyctalope. Un nyctalope, c'est quelqu'un qui voit dans la nuit. Alors, je vous amène ici les lumières de Monsieur Bernard de Montréal. Je repars, le trafic était. Oui. En ce qui me concerne, vous n'avez rien manqué. Attendez. J'ai juste parlé de Pépé le loup, mon grand-père, phénomène de lycanthropie, lorsqu'on est privé trop longtemps de relations sexuelles. Okay. Ce soir, je vais être direct. On va pas aborder le sujet de façon philosophique. De toute façon, j'ai pas l'intention de servir de punching ball trop ce soir. Ça fait que la première question que je vous poserai, elle sera très simple et très claire. À quoi sert la sexualité? À vivre comme ça en descendant de l'auto. Bon, d'abord, si vous ne savez pas, vous êtes dans des mauvais draps. Naturellement, sur le plan général, sur le plan humain, la sexualité sert à la procréation, ça tout le monde le sait. En dehors de ça. Mais elle sert beaucoup plus que ça. La sexualité, c'est une énergie très puissante, c'est une énergie qui fait partie de l'esprit. Et c'est une énergie qui sert à nettoyer toute la colonne d'énergie de l'homme. Mais malheureusement, cette énergie-là n'est pas utilisée chez l'être humain, surtout chez l'être humain civilisé, comme elle le devrait, parce que l'homme, depuis des millénaires, a développé une conscience morale qui fut nécessaire pour la protection de sa société, et aussi pour l'enlignement de ses mœurs, afin de ne pas se dégrader à une échelle animale. Mais l'involution, les systèmes de philosophie, les systèmes de pensée, et surtout les religions, tout ce qui traite de spiritualité, ces systèmes ont beaucoup influencé la
psychologie de l'homme face à sa sexualité, parce que par le passé, la vie de l'homme, la vie de l'humain, était séparée en deux. Le ciel et la terre. Autrement dit, les plans et le matériel. Et les religions ou les systèmes de valeurs ont voulu donner à la sexualité une importance qui ne devait pas altérer le caractère éminemment spirituel de l'homme. Et à cause de ceci, la conscience spirituelle de l'homme s'est fragmentée et l'homme a perdu de vue la nature fondamentale de la sexualité et il a épousé la nature purement procréative pendant très longtemps et aussi la nature qui est reliée simplement au plaisir aussi pendant très longtemps, mais il n'a pas compris l'aspect cosmique de la sexualité. Il y a des groupes qui ont essayé de faire revivre cet aspect cosmique-là, mais il y a eu beaucoup d'abus parce que cette énergie-là, qui fait partie de l'esprit, relie l'homme à l'infinité dans l'expérience particulière à la fin de la sexualité que les hommes ou les penseurs ont appelé le climax, cette particularité de cette énergie de défoncer les murs à la fin de l'expérience. Et les hommes n'ont pas compris que cette partie finale de la sexualité faisait partie de la descente de l'énergie à travers ses centres et lui donnait une perception très sensorielle de ce que l'infinité est. Mais cette perception, elle était vécue sur le plan psychologique, elle était vécue en relation avec le système nerveux, et elle était aussi vécue par rapport à une conception du plaisir. Alors que, avec l'évolution qui vient, l'homme concevra la sexualité d'une autre façon. Dans ce sens qu'une fois qu'il aura accès au plan mental supérieur, la sexualité ne sera plus perçue comme étant une dimension psychologique du moi, comme elle le fut pendant l'évolution. La sexualité sera simplement l'expression d'une énergie créative, faisait partie de la composition totale des principes humains, mais l'ego lui-même en sera dissocié sur le plan psychologique et il ne la vivra que d'une façon vibratoire. Et c'est à ce moment-là que l'homme cessera de vivre ou de connaître une sexualité qui, par le passé, était pour lui une mesure de sa valeur humaine, de sa valeur de mâle, ainsi de suite. Ça, c'est pour l'homme. Chez la femme, la sexualité, par le passé, à cause encore du conditionnement social, est extrêmement reliée à ce que nous appelons aujourd'hui le phénomène de l'amour. Autrement dit, l'entassement d'une énergie à l'intérieur d'une caverne qu'on appelle l'émotion. Et ceci faisait partie de l'évolution, ceci était bon parce que ceci faisait partie de l'armature psychique et psychologique de la femme. Et aussi du ciment qui créait et qui permettait de consolider une unité familiale. Par contre, au cours de l'évolution, la femme deviendra mentale, supramentale, de la même façon que l'homme deviendra supramental. Et elle ne vivra plus sa sexualité par rapport à l'émotivité de l'amour qu'elle a connu pendant l'évolution. Elle vivra sa sexualité d'une façon très mentale, comme l'homme vivra sa sexualité d'une façon très mentale. Et quand je dis mentale, je veux dire décousu, libre de désaffection émotive, mâle ou femelle, reliée à la sexualité d'antan. Et la raison, c'est parce que, avec l'évolution de la conscience sur la Terre, l'homme et la femme, ou les êtres conscients, réaliseront que la sexualité représente, sur le plan cosmique du terme, le transfert d'une énergie à partir de certaines planètes extrêmement puissantes et vibrantes dans l'univers. Autrement dit, la sexualité n'est pas simplement une vibration ou une énergie reliée à l'appareil physico-moteur. La sexualité est une vibration rayonnante
créés à partir de mondes parallèles, un peu comme l'intelligence est une vibration rayonnante créée à partir des mondes parallèles, un peu comme l'émotion est une énergie rayonnante créée à partir des mondes parallèles. Autrement dit, viendra le temps au cours de l'évolution où l'homme sera suffisamment détaché égoïquement pour pouvoir concevoir finalement et vivre son énergie, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit émotive, qu'elle soit mentale, à partir d'une conscience intégrée, c'est-à-dire une conscience capable de donner à la sexualité, comme à la mentation ou comme à l'émotion, une qualité très personnelle, de sorte que l'ego sera totalement libre des afflictions psychologiques de la sexualité, donc il sera réellement sexuellement libre, mais pas dans un sens libertin, comme on l'entend aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la sexualité libre de la prochaine évolution, nous parlons d'une sexualité qui sera réellement le produit de la relation entre le mental et le centre sexuel, au lieu du centre sexuel et un état d'esprit mental inférieur, qu'on appelle le mental inférieur, et l'état émotif de l'homme. Donc, la sexualité ne sera plus astralisée. Ce sera une sexualité qui sera totalement pure, et elle aura une fonction particulière, c'est que elle permettra à l'homme de finalement pouvoir transgresser les lois de la binarité psychosexuelle. J'explique. Le binaire psychosexuel, c'est un état d'esprit dans l'homme involutif de la Terre qui fait que cet être a tendance, dans sa sexualité, à établir un lien émotif avec elle afin de s'assurer une répétition de l'acte. Et cette tendance chez l'homme est à la base de la formation psychologique et psychique de l'ordre familial sur la planète. Et elle fut nécessaire pendant l'évolution, elle ne fut jamais établie comme principe de vie organisationnel sur le plan cosmique et sur le plan occulte de la vie de la Terre et des races. Mais l'homme découvrira éventuellement que la sexualité, surtout lorsqu'il aura atteint un degré d'évolution suffisant pour se disloquer matériellement, autrement dit, pour entretenir sa vie sur un plan éthérique. Autrement dit, à ce moment-là, l'homme pourra vivre sa sexualité en fonction de la thyroïde au lieu de la vivre en fonction du centre sexuel. C'est pas demain la veille, ça. On a encore pas demain la veille. Temps de la qualité dans le couple. Oui. Effectivement, parce que pour que l'homme en arrive à finalement utiliser l'énergie sexuelle comme il peut utiliser l'énergie mentale ou l'énergie émotionnelle, il lui faudra en arriver à un point où il aura une perte totale de mémoire. Autrement dit, il lui faudra en arriver à un point dans la vie, autrement dit au cours de l'évolution, où il ne fera plus partie de la race humaine. J'explique. Tant que l'homme fait partie de la race humaine psychologiquement, il est socialement responsable de la dynamique de sa sexualité, afin de maintenir la race humaine en état de conservation et empêcher une sodomie généralisée, un peu comme nous retrouvons aujourd'hui sur le plan du sida. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça, s'il n'y avait pas de système référentiel pour le développement d'une moralité plus ou moins régularisante. Mais lorsque nous parlons du surhomme, c'est-à-dire de l'homme de demain, de l'homme intégré, de l'homme intégral, de l'homme en fusion, de l'homme qui ne participera plus psychologiquement à la vie de l'humanité, mais qui participera créativement à la vie d'une humanité qui n'existe pas sur le plan matériel, ces hommes n'auront plus à vivre de la pesanteur et de la lourdeur psychologique de la sexualité, parce qu'ils n'auront plus de mémoire psychologique. Et libérés de la mémoire psychologique, automatiquement la sexualité sera libérée et les hommes, à ce moment-là, pourront se servir de leur énergie sexuelle pour travailler comme ils peuvent se servir de leur énergie mentale ou de leur énergie émotionnelle, déastralisée pour travailler. Et à ce moment-là, il se créera un lien entre tous les plans de l'homme. L'homme deviendra réellement septénaire. Il aura 7 plans d'énergie totalement fusionnés un dans l'autre. Et l'homme pourra utiliser son énergie sexuelle à travailler sur les plans éthériques afin de donner sur la Terre une nouvelle vocation créative au règne animal. Autrement dit, les animaux seront donnés une nouvelle vibration d'évolution à travers la sexualité utilisée cosmiquement par l'homme dans l'éthérique. Et ceci permettra finalement au royaume animal d'en arriver éventuellement au cours des évolutions à développer une très très grande intelligence. Vous voulez que je continue un petit peu sur ça? Oui, allez-y, c'est passionnant. Au stage où nous en sommes, parce que nous sommes des êtres qui réfléchissons, nous sommes des êtres qui pensons, nous sommes totalement coupés de la dimensionnalité
de ce que l'on pourrait appeler la conscience cosmique, autrement dit le réel transmatériel. Nous vivons dans des corps matériaux, donc la totalité de notre composante psychologique est affectée par notre émotion et elle est fixée dans le ciment de notre expérience par un mental qui n'est pas habitué à travailler en communication directe avec des plans qui sont en dehors de l'expérience sensorielle de l'homme. Donc l'homme lui-même n'est pas capable, sur le plan psychologique, de s'instruire. Il est capable de parler, il est capable d'enseigner, mais il n'est pas capable de s'instruire. Et étant incapable de s'instruire, il ne possède pas la capacité de désintégrer la forme de sa pensée pour substituer à cette forme de pensée une nouvelle vibration, c'est-à-dire s'amener à une connexion vibratoire avec un rayon d'énergie qui fait partie de l'organisation universelle des plans, des mondes, des planètes, ainsi de suite, de sorte que son mental est extrêmement affaibli, extrêmement réduit dans sa possibilité d'expansionner ou de donner à ce que nous pourrons appeler demain le savoir une capacité d'autodéfinition en ce qui concerne le mystère de la vie. Et puisque nous parlons de la sexualité, il faudra un jour en parler de la sexualité au niveau du mystère de la vie pour qu'il soit totalement démystifié et amené à la conscience de l'homme d'une façon suffisamment créative pour que l'homme un jour en arrive finalement à cesser de souffrir de cette expérience. Un homme, par exemple, qui est suffisamment conscient ne souffre plus dans le mental. Un homme suffisamment conscient ne souffre plus dans l'émotionnel. Dans la mesure où l'homme ne souffre plus dans le mental ou dans l'émotionnel, il ne souffre plus dans la sexualité. Mais dans la mesure où l'homme souffre encore dans le mental et dans l'émotionnel, il souffre dans la sexualité parce que le plan mental et le plan émotionnel chez l'homme sont deux aspects de sa conscience planétaire qui furent utilisés pendant l'évolution pour le contrôle de sa sexualité. De sorte que l'homme en évolution, l'homme futur qui aura passé le stage psychologique de la 5e race racine, cet être-là saura s'instruire de lui-même, donc il saura éliminer la polarité émotive dans le mental et ajuster le mental à une vibration supérieure afin de pouvoir communiquer télépathiquement avec des plans qui font partie d'expériences cosmiques mais jamais rattachées à l'expérience humaine. De sorte que l'intelligence qui sortira de ces hommes ne sera plus fragmentée, divisible, et l'homme pourra regarder son expérience sexuelle et l'évaluer en fonction d'un principe universel, cosmique, et donner à la race humaine, ou se donner à lui en tant qu'être, la possibilité d'exercer sur le plan sexuel éthérique une fonction créative qu'aujourd'hui l'homme ne possède pas. De sorte que l'homme aujourd'hui est obligé de vivre par rapport à sa sexualité afin de se maintenir émotivement stable et afin de se donner psychologiquement une valeur qui est en harmonie plus ou moins grande avec les statuts sociaux de sa culture, de sa race. Ceci est relatif. À l'intérieur d'une race ou d'une culture, l'homme est capable de se donner un statut psychologique relatif, mais s'il est moindrement évolué, s'il est moindrement sensible, ou si la culture est en voie de grande transformation profonde, comme nous le voyons aujourd'hui dans le monde occidental et même dans l'Orient, à ce moment-là, l'homme est obligé, à cause de la pression psychique de l'énergie qui vient en lui, de commencer à exercer, mais aveuglément, son droit de liberté sur sa sexualité. Et ceci à cause de son émotivité, à cause de son mental qui n'est pas parfaitement libéré de la mémoire. L'homme n'est pas capable de faire un travail d'intégration totale face à sa sexualité, donc il demeure encore prisonnier des séquelles évolutives de la sexualité sur son état émotionnel et sur son état mental. Quelle que soit l'expérience, quelles que soient les méthodes, quel que soit le pays, quels que soient les gens avec lesquels il travaille ou qu'il vit cette sexualité, il est obligé toujours de revenir à la sexualité comme étant un aspect fondamentalement psychologique et fondamentalement nécessaire à l'équilibre de son émotion, de son mental. Et ceci est une illusion. Un homme n'a pas besoin de sexualité pour vivre en équilibre parfait. Mais un homme peut se servir de la sexualité pour créer en lui-même un équilibre parfait. Là, vous allez me demander, mais quelle est la différence entre vivre dans un équilibre parfait et créer un équilibre parfait? Pour vivre dans un équilibre parfait, il faut avoir accès au plan éthérique. Donc, la réponse, elle est très simple. Ceci n'est pas pour tout de suite. Pour se créer un équilibre parfait, il faut comprendre la valeur de la sexualité, non pas par rapport à la mémoire de la race ou de la culture, ou de la nation, ou de l'histoire, mais par rapport à ce que nous, les hommes conscients, nouveaux, savons. Mais ceci demande un prix. Et c'est notre capacité en tant qu'homme de pouvoir supporter les exigences de cette sexualité libre dans l'esprit.
Et l'homme n'est pas suffisamment mûr aujourd'hui, il n'a pas suffisamment contrôle de son énergie pour pouvoir vivre une sexualité libre parce que son corps émotionnel et son corps mental sont astralisés. C'est-à-dire que sur le plan astral, sur le plan de la mort, l'homme vit des influx d'énergie. Et ces influx d'énergie font toujours vibrer dans son mental de la mémoire. Et ces systèmes de réflexion créent en lui de l'angoisse, de la comparaison. Et l'homme n'est pas capable de vivre sa sexualité par lui-même, en fonction de la liberté que pourrait lui donner son esprit. Donc forcément, l'homme de l'évolution qui avance vers une plus grande conscience des lois de la vie, des mystères de la vie, et dans ce cas-ci, de la sexualité, il faudra, pendant un certain nombre de générations, que l'homme vive, ou qu'il s'amène quelque part dans le temps à vivre, sa sexualité d'une façon de plus en plus occultée. C'est-à-dire par rapport à des lois internes de sa fusion, mais jamais en fonction de conditions sociales imposées par l'humanité. Et ceci demandera pour l'homme une très grande vision interne, une très grande lucidité, sinon il fera éclater son couple, il fera éclater la société, il fera éclater les structures qui existent, et il ne pourra pas supporter le choc en tour que de tels éclatements pourraient créer sur son émotionnel, sur son mental ou dans son milieu humain autorisé par l'expérience. Donc, en deux mots, ce que nous voulons dire, c'est que l'homme n'est pas prêt aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, à connaître les lois de l'énergie de la sexualité. Il doit d'abord commencer à comprendre les lois du mental, les lois de l'émotion. Ensuite, il pourra en arriver à comprendre les lois de la sexualité, parce que ces lois ne sont pas régies par le planétaire humain. Les lois de la sexualité ne sont pas régies par le planétaire humain. C'est-à-dire que les lois de la sexualité sont des lois qui sont foncièrement psychiques. Elles font partie d'autres mondes parallèles. Et lorsque l'homme aura accès à des véhicules particuliers, subtils, il pourra aller dans ces mondes. Et il pourra voir comment se fractionne la lumière qui sert à créer dans les cellules humaines et dans tout le système humain cette énergie particulière qui a une très grande résonance dans l'homme, mais qui a toujours mystifié sa conscience. Parce que, justement, elle le rapproche de l'infinité sans que lui puisse finaliser son rapport avec l'infinité. Mais lorsque l'homme pourra finaliser son rapport avec l'infinité, qu'il pourra l'établir d'une façon permanente à travers le mental et aussi à travers l'expression de son véhicule éthérique, à ce moment-là, la sexualité telle que nous la connaissons perdra sa fonction procréative, raciale, terrestre, planétaire, et elle deviendra créative, cosmique. En attendant, à quoi sert le couple? Pourquoi est-ce qu'on forme un couple? Et est-ce que la formation d'un couple s'est reliée au phénomène de la survie? Le couple, naturellement, a une très grande fonction sur le plan social, ainsi de suite, sur le plan organique, organigramme d'une société, ainsi de suite. Si nous regardons le couple sur une base personnelle, nous voyons que le couple a la fonction psychologique et psychique de maintenir l'homme et la femme dans une ambiance ou une atmosphère de communication mentale et de relations émotives. Relations émotives et mentales fondées sur un principe qu'on appelle la sexualité. Ça, c'est chez l'homme évolutif. Chez l'homme conscient, le couple va changer. Un homme conscient devient un être extrêmement parlant, extrêmement expressif, extrêmement... un être qui se nourrit de la parole, de sa parole. Donc un homme conscient a besoin de trouver une équivalence constante, créative avec sa parole. Donc l'homme avec la femme avec l'homme, ainsi de suite. Ceci sera la fondation du nouveau couple. La sexualité deviendra l'aspect nécessaire, périphérique de cette expérience, mais les hommes nouveaux, les hommes conscients, réaliseront demain que ce n'est plus à travers la sexualité qu'ils vivront leur couple, c'est à travers la parole et l'esprit qu'ils vivront leur couple, et la sexualité sera le remplissage de ce couple-là pour et tant que durera le couple sur le plan matériel. Ça veut dire que la parole peut devenir un substitut à l'acte sexuel? Non, la parole ne deviendra jamais un substitut à l'acte sexuel. On l'a échappé belle, hein? Non. Tu aurais été le seul à prendre son pied. Non. Ceci est une illusion spirituelle. Et nous verrons au cours de l'évolution que des hommes avançant de l'involution de la 5e race racine à l'évolution de la 6e race racine, des hommes qui seront amenés graduellement par leur propre double à transformer la nature de leur mental, nous verrons que ces hommes seront de plus en plus une illusion, et ceci pourra amener à la brisure des couples.
Et l'homme, pour que l'homme en arrive éventuellement à bénéficier créativement de sa sexualité, il sera obligé de l'arracher à l'empire de l'esprit. Autrement dit, pour que l'homme en arrive un jour à avoir le pouvoir de son énergie sexuelle, qui est le troisième pouvoir de l'homme, il sera obligé d'enlever à l'empire de l'esprit la retenue sur cette énergie. Et il fera ceci en détruisant le pouvoir de l'astral sur sa conscience. Et si l'homme ne réussit pas à détruire le pouvoir de l'astral sur sa conscience, c'est-à-dire s'il ne réussit pas à se déspiritualiser de façon absolue au cours de son évolution, il sera toujours prisonnier de cette dualité entre sa très grande conscience de l'esprit, la matérialité de sa conscience psychologique, et il ne pourra pas résoudre le problème de la sexualité dans sa vie, donc il en souffrira sur le plan personnel et il en souffrira sur le plan de son couple. Par contre, s'il en arrive à dépasser les illusions de l'astral, qui utiliseront toute la mémoire possible et imaginable pour empêcher que l'homme en arrive, parce que le monde de la mort sait et connaît le pouvoir de la sexualité créative par l'homme sur le plan éthérique. Je vous en parlerai ici un jour. Le monde de la mort connaît ceci. Et si l'homme doit aller de l'évolution à l'évolution, la mort ou l'astral fera tout pour empêcher, à travers la mémoire, que l'homme en arrive à réellement vivre la sexualité libre, mais dans un sens conscient, évolué, non pas dans le sens évolutif sodomique d'aujourd'hui. Donc il y aura une lutte entre l'homme et les forces internes en lui, les forces psychiques en lui, qui se serviront de tout ce qui est archétypal dans sa conscience, pour entraîner une déviation de son esprit, une déviation de son intelligence, et lui faire penser, réfléchir que la conscience est trop grande pour la spiritualité, pour la sexualité. Et l'homme découvrira un jour que la conscience est un état d'esprit qui doit éventuellement réunir tous les plans de l'être, autant dans le matériel que sur les plans subtils, et que la beauté justement de la conscience cosmique que l'homme n'a jamais connue sur la Terre, c'est qu'elle réunit dans l'homme la totalité des plans universels et qu'elle permettra finalement à l'homme de bénéficier de la totalité de ces plans-là à volonté, dans le temps, mais dans la mesure où lui-même aura dépassé les limitations psychologiques et psychiques de son moi, c'est-à-dire limitations imposées par l'astral sur sa conscience encore qui est planétaire, conscience qui pense, conscience qui réfléchit, conscience qui compare, conscience qui n'a pas la puissance interne de supporter ce qu'elle sait. Parce que la plus grande faiblesse de l'homme de la Terre aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir supporter ce qu'il sait. Et l'autre, l'impuissance de l'homme, qui est illusoire sur la Terre, c'est de croire qu'il sait. Donc l'homme de demain sera dans une situation extrêmement ténue. Une position où il croira qu'il sait, il aura l'impression qu'il sait. Et l'autre côté de lui, où les forces en lui voudront empêcher qu'il puisse vivre ce qu'il sait. L'homme découvrira une chose, c'est que le savoir ne fait pas partie de la manifestation psychologique du moi. Le savoir ne fait pas partie du conditionnement psychologique de l'ego. Le savoir ne fait pas partie de l'autosuggestion. Le savoir ne fait pas partie de quoi que ce soit qui a constitué pendant l'évolution les tribunes ou les paliers d'évolution spirituelle de l'humanité ou de l'évolution métaphysique, occulte, psychique, métaphysique ou universelle de l'humanité sur le plan spirituel. Le savoir est totalement le produit de la fusion de l'esprit avec l'homme, et lorsque cette fusion grandira chez l'homme, l'homme en arrivera éventuellement à connaître les lois de la sexualité cosmique, et à ce moment-là, il pourra utiliser ses forces sur le plan éthérique pour donner à la race humaine les nouvelles directives de l'évolution psychologique de la race face à la sexualité, et face au royaume animal, les nouvelles forces vitales qu'auront besoin les animaux pour dépasser le statut planétaire de leur règne d'aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure le double. Quel serait donc le rôle, ou je dirais même le jeu du double à travers le couple? Le double, c'est ce que nous appelions l'esprit. Donc le double, c'est de l'intelligence pure. Donc le double, c'est la partie cosmique de l'homme. Le double, c'est l'intelligence qui n'a jamais eu d'expérience sur une planète quelconque. L'homme, lui, c'est une âme. Donc l'homme vit d'expérience présente, il vit d'expérience antérieure.
ces expériences-là sont réunies. Si on peut donner un modèle de l'âme, concevez par exemple un atome avec ses protons et tout son nuage électronique autour. Donc, l'âme de l'homme, l'âme en évolution, l'âme en fusion de l'homme sera simplement le nucléaire. Tout ce qui est autour, tout ce qui est électronique, tout ce qui est le nuage autour, fait partie de l'expérience animique au cours de l'évolution. L'homme qui entrera en contact avec le double verra, lorsque ce contact se fera, il verra que graduellement le nuage électronique périphérique à l'atome se résorbe. Il y aura intégration. Éventuellement, l'âme de l'homme sera simplement un atome. Donc, à ce moment-là, l'homme aura un très grand centre de gravité. Ce centre de gravité, en relation avec le double, permettra à l'homme de vivre une vie de couple parfaite, c'est-à-dire une vie de couple où les deux âmes conscientisées seront en parfaite relation vibratoire avec l'énergie du double qui fait partie de leur composition cosmique. Donc, le couple sera un couple parfait. C'est-à-dire un couple, je ne dis pas un couple idéal. Ça n'existe pas un couple idéal. Mais un couple parfait, c'est-à-dire un couple qui comprend parfaitement les lois de l'esprit à l'intérieur de son sein et qui est capable de véhiculer constamment ces lois d'énergie à l'intérieur des relations interpersonnelles des deux êtres. Et dans le couple, il n'y aura plus de guerre froide ou de guerre chaude. Ce sera constamment l'équilibre, la permanence, et la sexualité ne sera plus le facteur préférentiel de choix pour l'accouplement. Bon, ceci doit demander beaucoup de maturité. Comment vous percevez l'immaturité de la femme et l'immaturité de l'homme dans le couple? L'immaturité de l'homme dans le couple, elle est fondée sur le fait que l'homme est incapable de vivre sa relation avec la femme d'une façon intelligente. Il la vit toujours d'une façon de domination. Quand on est intelligent, on ne domine pas. L'intelligence ne domine pas. Elle échange. L'homme, à cause de son évolution, de sa mémoire, de sa programmation, de son expérience, de sa culture, a tendance à dominer. Donc, naturellement, s'il travaille dans une certaine sphère d'activité sociale, la femme ne travaille pas dans la même sphère d'activité sociale, la femme n'est pas censée, elle, pouvoir répondre ou donner des explications ou des réponses à des questions qui pourraient aider l'homme parce que c'est sa bébé, c'est son monde, c'est lui qui est ingénieur, c'est lui qui est le commerçant, c'est lui. La femme, elle, par contre, son immaturité, elle est basée sur le fait qu'elle fonde sa relation avec l'homme en relation du don de soi par rapport à l'émotion qu'elle porte en elle-même. Donc l'émotion chez la femme n'est pas une émotion mentale, c'est-à-dire que ce n'est pas une émotion qui la sert, c'est une émotion qui la dessert. Et lorsque la femme aura élevé sa conscience, qu'elle aura dépassé la condition planétaire de son inconscience évolutive, au lieu d'être desservie dans l'émotionnel, elle apprendra à utiliser l'aspect émotif de son corps astral d'une façon créative et elle pourra finalement utiliser son intelligence, son esprit d'une façon créative. Donc il y aura un équilibre entre l'homme et la femme. Et l'homme ne cherchera plus à dominer la femme et la femme ne cherchera plus à être dominée ou elle ne cherchera plus à être explosive dans une domination. Donc la femme aura la paix et l'homme sera en paix. Mais dans le couple, la femme ne sera pas en paix tant que l'homme ne sera pas en paix. Il faut que l'homme en arrive à être en paix parce que c'est l'homme qui représente le principe actif dans le couple. C'est lui qui prend beaucoup de décisions, c'est lui c'est lui qui construit, c'est lui qui donne une sorte de dynamisme au couple. La femme, elle a une fonction complémentaire de passivité créative. Donc ces deux aspects doivent être totalement amenés à un niveau d'intelligence. Donc la femme, dans l'apparence de son rôle passif, est extrêmement active. Nous la regardons avec les enfants, nous la regardons avec les soins qu'elle donne à son mari, et ainsi de suite. La femme, ou dans la société, la femme, elle est extrêmement active, mais dans un sens passif parce qu'elle n'est pas agressive. Tandis que l'homme a besoin d'une certaine agressivité parce qu'il a à pousser plus loin les frontières psychologiques de son social. Donc il a développé une agressivité. Mais cette agressivité doit devenir intelligente. Sinon, l'homme a tendance à dominer, et s'il est moindrement fort de caractère, il domine de plus en plus, et il crée, dans son milieu social ou dans son milieu familial, il crée des tensions psychologiques, il crée des tensions psychiques. Donc, à ce moment-là, je vous donne la parole tout de suite, dans ce cadre-là, il ne peut pas y avoir d'équilibre entre l'homme et la femme.
Bon, alors comment un homme intelligent reconnaît-il les besoins de sa femme et vice-versa? Un homme intelligent reconnaît les besoins dans sa femme dans la mesure où sa femme est intelligente de ses propres besoins. Est-ce que c'est un phénomène d'autonomie, ça? Non. Oui. Oui? Exactement. C'est un phénomène d'autonomie. Si la femme reconnaît ses propres besoins, j'ai toujours expliqué ce que je veux dire besoin. Besoin pour moi ne veut pas dire désir. Besoin veut dire la manifestation intelligente de l'homme et de la femme à travers les formes matérielles du monde ou les formes émotives du monde. Donc la femme qui reconnaît ses besoins, la force qui vient en elle dans la reconnaissance de ses besoins doit naturellement s'établir dans le milieu de la famille. L'homme, s'il est intelligent, le voit et il va dans cette direction. Et c'est la même chose pour la femme qui reconnaît les besoins de l'homme. Donc, les êtres devront un jour être capables de reconnaître leurs propres besoins et ensuite vivre en relation avec le développement de ces besoins pour se créer sur le plan matériel une abondance à un niveau ou à un autre. Mais si la femme n'est pas intelligente de ses besoins, parce qu'elle est trop soumise, parce qu'elle est trop parce qu'elle est trop fine, parce qu'elle a le cœur sur le bras, parce qu'elle est trop maman, à ce moment-là, la femme perd sa vie. Elle perd sa capacité de vivre. Elle perd sa capacité d'entretenir une relation avec son mari qui soit créative, intelligente, sur un même pied d'égalité. Et à cause de l'évolution et à cause des modèles de l'évolution, surtout dans nos sociétés, la femme, malgré que ceci se tasse aujourd'hui à cause des exigences économiques, la femme a commencé à prendre un petit peu plus de place, mais elle n'a pas pris toute sa place. Et un jour, la femme devra, dans le monde de l'homme, dans le monde de la famille, prendre toute sa place, mais une place intelligente, pas une place qui est basée sur le principe de sa féminité ou sur le principe de ce qu'elle manifeste physiquement ou sensuellement. Elle devra prendre sa place dans le monde de sa famille comme dans le monde, mais en fonction de son intelligence et en utilisant agréablement ce qu'elle possède. De la même façon que l'homme devra utiliser dans le monde son intelligence pour pouvoir se placer dans le monde en fonction de ce qu'il doit faire. Ainsi, il y aura un équilibre entre l'homme et la femme. Mais ceci demandera que la femme vive une très grande transformation de son corps émotionnel. Comme l'homme devra vivre une très grande transformation de son insécurité face au travail ou de son orgueil face à l'humanité en général. La rencontre des deux partenaires, est-ce que c'est le résultat d'un choix ou est-ce que c'est l'effet de la programmation? Non. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. L'univers est une masse d'énergie, condensée ou non condensée, qui est parfaitement organisée et tout se tient. Donc, c'est la beauté de la vie. Tout se tient, tout est en relation un avec l'autre. Mais, dans les relations humaines, il y a énormément de karma, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes qui se rencontrent sur le plan matériel pour évoluer, pour l'expérience. Et tant que l'homme vit l'expérience sur la terre, c'est une insulte de son intelligence. L'homme doit vivre sur le plan matériel créativement. Il doit œuvrer. Mais si l'homme manque d'expérience, si la femme manque d'expérience, ils seront amenés à se rencontrer parce qu'à partir des plans, tout est organisé. Vous venez au monde dans une famille, dans tel coin, vous allez manger un hot dog à tel restaurant, la waitress, elle est là. Tout se tient. Mais c'est difficile pour l'homme de voir ceci parce que l'homme n'a pas de communication avec les plans invisibles. Donc, il est obligé simplement de vivre par rapport à des statistiques. Mais effectivement, il découvrira un jour que le hasard n'existe pas à aucun niveau. Mais est-ce que vous voulez dire à ce moment-là que c'est l'homme qui a l'impression de faire un choix? C'est l'homme qui a l'impression de faire un choix. Oui. Et la femme a l'impression de faire un choix. Bien. Maintenant, pourquoi avons-nous des enfants, en dehors de vouloir perpétuer la race? Bon, en dehors de la perpétuation de la race, nous avons des enfants parce que, dans un couple, après un certain nombre d'années, les enfants apportent un nouvel équilibre dans le couple. Vous ne pouvez pas concevoir dans la vie simplement la polarité. Il y a toujours trois forces. Donc l'enfant, le père, la mère créent un triangle. Et ce triangle est nécessaire parce qu'il représente la plus haute forme de développement de la polarité.
À quoi bon se marier? Pourquoi un homme et une femme vivraient-ils ensemble sans se marier ou sans former un couple pour avoir des enfants à long terme? Là, je parle d'une façon universelle. Je ne veux pas dire que des êtres qui vivent ensemble en couple ne sont pas bien. Mais je veux dire que le mouvement naturel de l'énergie dans le couple, chez un père, ou chez une mère, ou chez un homme et chez une femme, qui sont parfaitement sécures dans leur énergie, les amènera quelque part dans le temps à une procréation, s'ils sont suffisamment jeunes, afin de pouvoir bénéficier demain d'une troisième ou d'une tierce personne qui créera l'équilibre dans le couple. Mais il y a beaucoup de forces sociales qui entrent en jeu là-dedans. Nous pouvons faire trop d'enfants. Nous avons l'histoire de ceci. Ou nous pouvons faire des enfants avant le temps. Ou nous pouvons souffrir de ne pas avoir d'enfants. Donc, vous me demandez une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'il faudrait que je prenne tel couple, tel couple, tel couple. Si je regarde un couple, à ce moment-là, je peux voir pourquoi le couple a des enfants ou pourquoi le couple devrait avoir des enfants ou pourquoi le couple n'a pas d'enfants. Vous avez l'air de dire que les enfants viennent dans le couple comme pour compléter ou finaliser quelque chose qui n'aurait pas été finalisé chez les parents. Les enfants viennent dans le couple pour créer un équilibre psychique dans le couple, le triangle. Mais lorsque je parle des enfants, pour moi, que ce soit un ou deux ou trois enfants, enfant veut dire la troisième tête du triangle. Le père, la mère et l'enfant. Que ce soit deux enfants ou trois enfants. Inclut le mouton noir dans la famille? Inclut le mouton noir dans la famille qui met beaucoup de piquant dans la famille. Pourquoi est-ce qu'il y a un mouton noir dans une famille? Il y a un mouton noir dans la famille pour empêcher que les autres enfants prennent trop avantage de la famille. S'il y avait trop d'amour dans une famille, s'il y avait trop de cette abondance d'amour dans une famille, les enfants, à cause de la nature astrale, prendraient avantage de l'amour des parents. Donc vient ce que vous appelez le mouton noir, ça fracture l'énergie de la famille, donc ça met les parents sur leur garde, ça crée un équilibre de protection pour leur propre psychologie. Le mouton noir a une très grande fonction dans la famille, et très souvent le mouton noir est un être qui a suffisamment de force pour garder toujours la famille en déséquilibre afin qu'elle évolue. Ça fait bien du sens si on regarde ça, oui. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui passent une grande partie de leur vie à chercher l'âme sœur. Ils attendent de l'avoir trouvée. Quel est votre point de vue sur ce phénomène de l'âme sœur? Est-ce que pour vous c'est réel? Quand on tombe en amour, c'est toujours l'âme sœur qu'on rencontre. Après ça, c'est la cousine. Donc ça fait partie des illusions psychologiques de l'ego. C'est l'ego qui, évidemment, si vous tombez en amour demain matin, ben, c'est l'âme sœur. Tant que ça marche. Ben oui. Ouais. Mais si ça marche pas après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez trouvé une autre âme sœur et une autre âme sœur. Donc il y a des gens qui ont 5, 6, 7, 8 âmes sœurs. Donc pour moi, l'histoire de l'âme sœur, ça fait partie des histoires. Bon. Est-ce qu'il existe actuellement des... Mais c'est vrai, le phénomène de l'âme sœur. Mais ce qui est illusoire, c'est l'attitude de l'homme face à ceci. Il y a des âmes qui se rencontrent, oui. C'est un phénomène de rencontre finale. Ça, c'est l'âme sœur. Mais quand l'homme ou la femme se rencontrent et qu'ils tombent en amour, et ça, c'est l'âme sœur, regardez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Mais si c'est au bout de 6 mois, une autre femme ou un autre homme, là, c'est plus l'âme sœur. Donc, on se crée des histoires pour s'aimer mieux. Pourriez-vous nous parler un peu de complémentarité à travers le couple? Aussi peut-être de la programmation astrologique des deux individus qui se rencontrent, dans ce sens-là de complémentarité. La complémentarité chez le couple évolutif, elle crée une polarité dans le couple. La complémentarité devient utile et créative chez le couple quand le couple devient intelligent. À ce moment-là, il y a complémentarité réelle, dans le sens que l'homme et la femme se complètent. Alors que si les êtres sont inconscients, la complémentarité, à un certain moment donné, devient une polarisation de leur tendance. Et c'est cette polarisation qui va créer des tensions entre l'homme et la femme.
Autrement dit, il ne faut pas que la complémentarité soit une polarisation de leurs énergies. Il faut que la complémentarité soit le produit ou le résultat de l'union de leur esprit. Ça, c'est de la complémentarité. Sinon, il y a polarisation, il y a désaffection, il y a tension, il y a éventualité de problème. Que pensez-vous, vous qui ne pensez pas, du partage des portefeuilles dans le couple? Le partage des portefeuilles? Oui, le partage de la gestion de l'argent. Comment est-ce que vous voyez ça dans un couple? Est-ce que pour vous, toutes les ressources doivent être mises en commun? Ou est-ce qu'il doit y avoir, supposons que celui qui rapporte le plus doit gérer l'argent en donnant à celui qui ne rapporte pas une part? Comment est-ce que vous voyez ceci? Ça dépend de l'intelligence que les deux êtres ont de leur union. Dans un couple où il y a beaucoup d'intelligence de l'union, où il y a beaucoup d'union, beaucoup de complémentarité, évidemment les argents serviront autant à un qu'à l'autre. Si un travaille, l'autre travaille, ou les deux travaillent, il y aura une mentalité commune dans la dynamique de cet argent pour le rendement particulier de leurs besoins. Si par contre, dans le couple, il y a trop d'isolation psychologique en ce qui concerne l'unité du couple, c'est-à-dire que l'homme vit dans sa sphère, la femme vit dans la sphère, et qu'ils se réunissent pour des plaisirs sexuels ou pour des plaisirs d'autres ordres, à ce moment-là, les deux auront leurs propres intentions face à leur monnaie. Et à ce moment-là, les argents ne serviront plus le couple, ils serviront simplement les individus dans le couple, mais ce sera un indice qu'il y a séparation. Moi, si on me dit, moi je garde mon argent, mon mari garde son argent, moi je sais tout de suite qu'il y a de la séparation un peu entre les deux. Parce que s'il y a amour dans le sens réel, je ne parle pas de l'amour involutif, ou même dans le bel amour, le grand amour de l'involution, s'il y a de l'amour réel, une grande affection dans le couple, je vois difficilement que l'homme tire l'argent de son côté et la femme tire l'argent de son côté. Que la femme se garde un petit peu pour ses pendants d'oreilles, que l'homme se garde un petit peu pour ses outils, ça je vois. Mais qu'il n'y ait pas cette facilité d'échange, de mouvement d'énergie dans le couple, pour moi c'est déjà une façon de voir qu'il y a quelque part trop d'isolation entre les deux. Lorsqu'il y a réunion de deux homosexuels, est-ce qu'il y a pour vous fondation d'un couple? Oui, deux êtres homosexuels qui vivent une relation intelligente, effectivement, forment un couple, et c'est à leur avantage parce que ça leur permet de réaliser jusqu'à quel point ils sont faibles ou jusqu'à quel point ils sont forts. Un être homosexuel qui ne vit pas de relation de couple avec un autre être ne pourra jamais réaliser jusqu'à quel point il est fort ou jusqu'à quel point il est faible, parce que il y a trop de facilité dans le monde de l'homosexualité pour vivre sa vie sexuelle sans contrat psychologique. Donc à ce moment-là, comment voulez-vous qu'un homme puisse voir, sentir sa force, sa faiblesse, ses affections, ses qualités? C'est dans le couple que ça se mesure, c'est dans la relation que ça se mesure, parce qu'il y a toujours des possibilités de conflit, et c'est là que on voit s'il y a suffisamment d'amour dans l'homme ou d'amour dans l'autre pour qu'il y ait succès, vitalisation de leur relation. Donc le couple est essentiel chez ces êtres-là. Sinon, ils vont aller graduellement vers une certaine sodomie, ils vont vivre une certaine vie solitaire. Ils vont manquer d'être à deux. Ils vont aller se plonger dans les églises de l'homosexualité que j'appelle les clubs gays. Ce sont des églises, ces places-là. Des temples. Des temples de l'homosexualité. Donc, le phénomène du couple, c'est très important pour l'homme. Mais il y a des êtres, vous allez dire, moi je suis pas intéressé, moi une femme, les femmes, et quand je regarde ces êtres-là qui me disent les femmes sont et je les regarde et je vois que ces êtres-là sont ils ont d'abord une grande incapacité d'aimer. Parce que pour former un couple, il faut aimer, hein. Pour former un couple, il faut un modicum d'amour, il faut aimer un peu, ou beaucoup, il faut aimer. Tandis que que l'on demeure, comment vous appelez, bachelor, célibataire pendant un certain temps, c'est normal, ça fait partie. Mais si vous faites une analyse, si vous regardez profondément dans l'homme, vous voyez qu'il y a des manques,
il y a un manque de capacité d'être responsable socialement, il y a une insécurité souvent sur le plan sexuel, il y a souvent une incapacité de donner, il y a souvent des tournures d'esprit caractérielles qui font partie de l'enfance, il y a toutes sortes de choses, ça dépend des individus naturellement. Donc, je ne dis pas que les célibataires ne sont pas de grandes personnes, mais je dis que être célibataire, c'est déjà avoir en soi quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que vous demandez, et souvent j'ai demandé à des gens célibataires, et je demande, tu n'aimerais pas avoir une amie, une femme, vice-versa, des femmes célibataires. Et tous les célibataires disent oui, ah oui, j'aimerais avoir une... Mais ils sont wa. Donc comment voulez-vous former un couple avec wa? Donc ces êtres-là doivent soit se transformer pour en arriver à pouvoir vivre une sorte d'équilibre psychologique, psychique avec un autre partenaire de sexe opposé, ou s'ils ne sont pas capables, pour des raisons d'évolution de l'âme, à ce moment-là, mais ils vivent célibataires. Quelle est votre position face à l'augmentation des divorces, ou face aux divorces en général? Comment est-ce que vous voyez ça, cette accélération des divorces? C'est très normal. C'est très normal parce que l'homme aujourd'hui est plus intelligent, dans le sens évolutif du terme. Dans le sens qu'il est moins pogné. C'est ça vous dites, pogné? Oui. Bon. Donc l'homme est moins pogné et les humanités modernes ont fumé beaucoup de poutres. Donc il y a eu altération de la personnalité. Effectivement, les religions, les systèmes philosophiques ont perdu leur puissance psychologique sur les masses. Donc, il y a aussi tout le monde d'impressions extraordinaires qui se crée par la télévision, et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement un agrandissement de la vision psychologique de l'homme moderne. Et ceci, c'est bon. Mais de l'autre côté, ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude. Donc, l'homme moderne n'est pas nécessairement intelligent, parce qu'il vit dans une période où il y a toutes ces choses. Mais l'homme moderne se débarrasse un peu des anciennes chaînes de l'évolution pour se créer les souffrances de la fin du cycle. Et c'est ce que nous vivons dans le monde entier. Nous brisons les chaînes de l'évolution qui nous ont faussement sécurisés, qui ont fait que le bonhomme a vécu avec la bonne femme pendant 60 ans, un enfer glorieux. Donc, il y a plus d'intelligence, on a mis de côté les restrictions, mais l'homme moderne sera obligé de passer à une période post-moderne où il devra devenir réellement intelligent, autrement dit conscient. Et à ce moment-là, les couples se reformeront. Les hommes reformeront le couple, mais ce sera un couple conscientisé, c'est-à-dire un couple qui sera lié de son propre esprit, mais non pas amené karmiquement ensemble par les lois évolutives de l'inconscience, de l'ignorance et de la passion astrale. Bernard de Montréal, merci beaucoup. On fait une ménopause de 3/4 d'heure.